vais essayer de faire pas trop long, pas trop lourd avant en cette fin de matinée qui a été très riche. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Je suis très honoré de pouvoir intervenir après toutes ces personnes que je connais. Certaines me connaissent, d'autres pas encore, mais et qui m'ont beaucoup inspiré. Voilà. Donc, je vais vous présenter le travail de notre thèse d'exercice en médecine qu'on a présenté en novembre 2020, donc à Rennes. Et juste pour info, donc voilà, j'ai pas de lien d'intérêt, ni en lien avec cette étude, ni du tout. Je suis médecin salarié dans un centre de santé qui s'occupe des migrants à Rennes. Et voilà, aucun lien avec aucune industrie de la santé. Voilà, je suis adhérent du Forum Indep. Et j'ai fait partie de la troupe du rire pendant l'externat. Donc j'avais déjà un peu d'appétence pour les questions d'influence pharmaceutique. Et c'est en rencontrant encore Irène Frachon et Paul Schaeffer, Marco Romero à la deuxième journée nationale de l'indépendance que j'ai décidé de faire ma thèse encore là-dessus. Voilà. Je me permets peut-être un petit mot sur la troupe du rire, parce que ça a été cité plusieurs fois. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ne savent pas ce que c'est. D'accord. C'est un collectif d'étudiants de facultés parisiennes, et pas que d'étudiants d'ailleurs, qui s'est réuni justement autour de la traduction du manuel de l'OMS, comprendre la promotion pharmaceutique et y répondre, dans le but d'en faire une version plus digeste, avec moins de redondance, plus adaptée à la situation en France et pour la diffuser auprès des étudiants en médecine de France. Voilà. Et qui maintenant continue, et Paul en fait partie. Et voilà. Donc du coup, notre étude, l'idée, c'était dans le contexte de refaire un état des lieux plus récent en France des interactions entre les étudiants en médecine et l'industrie pharmaceutique, notamment la promotion pharmaceutique. Parce que donc on sentait dans le contexte avec les dernières actualités de la NEMT, de l'ISNAR, que des choses allaient se tramer. D'ailleurs, juste après notre étude, il y a eu la loi dont vous avez parlé de juillet sur les interactions entre les étudiants et l'industrie. Et donc l'idée, c'était que on n'avait pas d'état des lieux récent national sur les interactions entre les étudiants et la promotion pharmaceutique. La dernière étude, c'était une étude de Bruno Étain en 2012, juste après la loi Bertrand, qui portait sur 2100 étudiants du début de l'externat, enfin même du début des études de médecine jusqu'à la fin de l'internat. Dans les études aussi récentes qui ont fait parler d'elles et dont Marco Romero a rapidement parlé, je voulais juste mettre l'accent sur une étude d'un collègue rennais, Bruno Goupil, qui a été publiée dans le BMJ. C'est aussi sa thèse, c'est un travail remarquable où il a mis en lien en fait les données de la base transparence et puis les données de prescription des médecins généralistes français pour montrer qu'il y avait un lien entre les déclarations de financement par l'industrie et la qualité des prescriptions. Voilà, donc comment on a fait pour mesurer tout ça? On a décidé d'évaluer d'abord l'exposition à la promotion pharmaceutique. C'était le critère de jugement principal pour qu'il soit reproductible et tout ça. Donc, on a décidé de mesurer le taux d'exposition cumulé des étudiants à la promotion pharmaceutique depuis le début de leur cursus.
Ensuite, on a aussi mesuré pas mal d'autres choses avec notre questionnaire et on a regardé l'exposition dans les 6 derniers mois, l'exposition et l'attitude des étudiants à la promotion pharmaceutique, donc que ce soit l'acceptabilité de cette promotion ou leur scepticisme. C'est des choses qui ont été développées dans plusieurs études, notamment américaines, et dont je vais vous parler juste après. Et puis, de manière secondaire, mais très importante, l'accès des étudiants à une formation à la critique de la promotion pharmaceutique en France en 2019. C'est une étude observationnelle, transversale, tricentrique, et on a décidé d'inclure uniquement les étudiants à partir de la 4e année, en se disant que l'exposition était d'autant plus importante à partir de l'externat, des rapports de la présence à l'hôpital, et que déjà ça concernait beaucoup d'étudiants et ça faisait beaucoup de boulot. On a créé un questionnaire électronique sur la plateforme Lime Survey et on l'a diffusé à la fois par les services de scolarité des facultés qu'on a contactés au préalable, on leur a demandé si elles étaient d'accord, et via les associations et les syndicats d'étudiants par ville et par spécialité. Voilà, on en reparlera. Donc, les chiffres du ministère de l'Enseignement supérieur montrent donc qu'en 2019, en mars, alors on a fait ça entre mars et avril 2019, en dehors de tout changement de stage, de semestre d'internat et tout ça, sur 2 mois. Et donc, sur 25 900 externes et puis 34 600 internes, je vois moins bien que vous, c'est plus petit. On a eu un nombre de réponses qui, en valeur absolue, est important, mais voilà, 6 500 réponses au total. On en a exclu une trentaine parce qu'ils avaient fait une partie de leur externat à l'étranger. Et on en a exclu 264 qui n'ont pas répondu intégralement à au moins la partie sur l'exposition à la promotion pharmaceutique. Donc au total, on a inclus 6 280 étudiants, ce qui fait au minimum 10,2%, je crois, de représentativité, sachant qu'on n'avait pas moyen de savoir quels étudiants avaient réellement reçu le questionnaire. Des facultés, enfin des scolarités en tout cas, ont officiellement refusé de le diffuser, quelques-unes, et certaines ont dit qu'elles le feraient, mais on a des doutes. Quand on a regardé la façon dont on recevait les réponses. On a demandé à des associations de diffuser. Dans certaines villes, les modes de communication avec les étudiants étaient des journaux mensuels. Et du coup, dans certaines villes, on a eu des difficultés parce que le journal est sorti au moment où on arrêtait l'inclusion. Donc, on a eu des réponses dans toute la France, mais assez éparses et pas forcément partout de la même façon. Pour mesurer l'exposition, on a utilisé des questionnaires qui étaient inspirés de la littérature internationale, Soik, Sears, surtout des littératures américaines. Du coup, 10 situations d'exposition à la promotion pharmaceutique, la discussion avec un délégué médical, un repas, une soirée, un séminaire de formation financé par l'industrie, des avantages pour assister à un congrès ou un séminaire, des cadeaux publicitaires non médicaux de faible valeur, du matériel médical gratuit, des fiches de présentation de médicaments, une aide pour un abonnement à une revue médicale, un échantillon gratuit de médicaments ou même dispositif médical de démonstration. À chaque fois, c'était une échelle de Likert et on demandait, donc depuis le début du cursus ou dans les 6 derniers mois, est-ce qu'on a été exposé? Jamais, entre 1 et 5 fois, entre 6 et 10 fois, ou plus de 10 fois. Et donc notre critère de jugement principal, c'était donc l'exposition cumulée, c'est-à-dire exposer le taux d'exposition ou non depuis le début du cursus à au moins une de ces 10 situations. Alors, voilà les résultats du critère de jugement principal. Donc, pour l'ensemble des étudiants, 96,3% ont été exposés au moins une fois depuis le début. Pour ce qui est des externes,
92,1%, les internes de médecine générale 99,8% et les autres internes 99,3%. La façon dont on a réalisé le questionnaire nous permettait en fait de savoir d'où venaient les étudiants et quelle spécialité ils exerçaient. Dans les résultats intéressants, on a pu mesurer justement des différences de type d'exposition. Donc, en haut à gauche, vous voyez pour la discussion avec un visiteur médical, donc à chaque fois le total, les externes, les internes de médecine générale ou les autres internes. Vous pouvez voir que donc surtout on va regarder entre internes de médecine générale et autres internes. Bon, on voit que il y a à peu près 70% des internes de médecine générale et des autres internes, voire plus, qui sont assez exposés à une discussion à un visiteur médical, plus de 6 fois. Si on regarde les soirées ou séminaires de formation, on voit qu'il y a des différences. Donc les internes de médecine générale sont beaucoup moins exposés, dans leur déclaration en tout cas, à des remboursements, défraiements et invitations à des soirées et séminaires de formation. Et donc on a remarqué voilà, des différences significatives de type d'exposition, de type de promotion pharmaceutique selon interne de médecine générale ou autre spécialité d'interne. Alors ça, c'est un schéma un peu compliqué, mais pour vous montrer justement, d'en discuter des internes de spécialité et des internes de chirurgie. On a réparti en fait le score d'exposition cumulé. En gros, on a sommé les réponses de l'exposition à chaque question. Donc, vu qu'il y avait 10 questions, 0 c'était jamais, 1 c'était 1 à 5 fois, 2 c'était 6 à 10 fois et 3 c'était plus de 10 fois. Donc, on a un score de 0 à 30 pour chaque étudiant. Ensuite, on a séparé la population en 4 quartiles. En bas, vous les voyez, Q1, Q2, Q3, Q4. Donc, en rouge, c'est le quartile des étudiants les plus exposés de toute la population. Et donc, en fait, on voit que donc, on a séparé les externes, les internes de médecine générale, on a séparé les internes de spécialité médicale pourvoyeuses de prescriptions médicamenteuses, beaucoup, les internes de spécialité chirurgicale et les internes de spécialité peu pourvoyeuses de prescriptions médicales, médicamenteuses. Donc ça, c'est en fait radiologie, imagerie médicale, biologie, voilà, ce genre de choses. Je pourrais vous donner la liste si vous voulez. Et donc on voit en fait surtout que donc les internes de spécialité médicale pourvoyeuse de prescriptions médicamenteuses et les internes de chirurgie comportent beaucoup plus d'étudiants qui sont dans le quartile des étudiants les plus exposés à la promotion pharmaceutique. Ça, très rapidement, pour l'acceptabilité, en fait, on a montré qu'en fait, les étudiants, on leur posait la question, est-ce qu'ils trouvent acceptable, plutôt acceptable, totalement acceptable, peu acceptable ou très peu acceptable, pas du tout acceptable, de recevoir de l'industrie pharmaceutique un cadeau de moins de 50 €, de plus de 50 €, un équipement médical, un repas, ou d'avoir un financement pour une conférence ou un staff. Et en fait, on voit que donc, les externes ont tendance à trouver les choses assez acceptables. Les internes de médecine générale, moins, un petit peu moins, et les internes de spécialité, un petit peu plus. Et après, ça dépend du type. Et bien sûr, pour les internes de spécialité qui vont plus participer à des staffs et des conférences, ils vont avoir tendance à trouver les choses plus acceptables que les internes de médecine générale. Le scepticisme, pareil, c'est pour votre information, mais on en rediscutera. On donnait un certain nombre de phrases aux étudiants. Est-ce que l'industrie, est-ce que les informations données par un représentant pharmaceutique sont fiables ou pas? Est-ce que
j'arrive même plus à lire parce que c'est trop petit. Est-ce que, par exemple, recevoir un cadeau va changer votre propre prescription? Est-ce que recevoir un cadeau peut changer la prescription d'autres des collègues? Est-ce que on devrait interdire tout contact entre l'industrie pharmaceutique et les étudiants en médecine? Et à chaque fois, on leur demandait s'ils trouvaient ça très approprié ou pas du tout approprié selon. Et donc, on a étudié tout ça et les réponses est classé et fait des scores de scepticisme, sachant qu'un étudiant qui aurait un score de scepticisme important serait un étudiant qui pense qu'il y a une influence sur sa propre prescription ou sur la prescription par la promotion pharmaceutique. Et donc, on a fait des scores. Voici ces scores d'acceptabilité et de scepticisme. Donc, vous pouvez voir, donc là, toujours en classant selon les 5 populations de Pluto, là, externes, internes de médecine générale, internes de spécialité médicaments, de prescripteuses de beaucoup de prescriptions et internes de spécialité chirurgicale. Vous pouvez voir que finalement, les internes de spécialité médicale et de chirurgie ont un score d'acceptabilité donc de la promotion pharmaceutique qui est quand même, et tout ça c'est significatif. Il y a au moins une différence qui est significative entre des groupes de ces 6 groupes. Ils ont tendance à plus accepter la promotion pharmaceutique et à droite à avoir moins de scepticisme vis-à-vis de l'influence de cette promotion pharmaceutique. Adriane en parlait juste avant, l'illusion de l'unique invulnérabilité. Donc, dans notre étude, on la retrouve. La majorité des étudiants pensent que les avantages perçus ne vont pas avoir d'influence sur leur propre prescription. Par contre, ils sont quand même une majorité à penser que ces avantages vont avoir une influence sur la prescription de leurs collègues. Il faut quand même rappeler que ces chiffres-là sont en diminution. La différence entre ces deux attitudes est en diminution, notamment avec l'étude de Bruno Etin de 2012, où la perception des avantages sur les prescriptions personnelles était quand même encore plus basse qu'aujourd'hui. Voilà, un des résultats qui, pour moi, est un des plus importants de notre sondage. On a demandé à l'intégralité des étudiants, est-ce qu'ils avaient déjà eu au moins une fois une formation, accès à une formation sur la critique de la promotion pharmaceutique et ou la notion de conflit d'intérêts dans leur cursus, sans présager du volume horaire, ni de rien du tout. On leur a juste demandé est-ce qu'ils ont déjà eu une formation de ce type-là. Eh bien, 76% en 2019 répondent que non. 74% pour les internes de médecine générale, 78% pour les internes hors médecine générale. Voilà, c'est un chiffre qui peut quand même laisser quelques commentaires. On leur a demandé aussi est-ce qu'ils avaient connaissance de l'existence de cette charte des doyens dont on a parlé ce matin. Seulement 15% des étudiants disaient en avoir entendu parler. On leur a demandé s'ils connaissaient l'existence d'une politique de gestion des conflits d'intérêts ou dans leur faculté ou dans leur CHU, et à peu près 11% avaient connaissance d'une politique dans leur faculté. Voilà, ça c'est pour Marco Romero. Donc, quand on étudie en fait les scores d'acceptabilité et de scepticisme en fonction des populations des étudiants qui ont reçu aucune formation ou au moins une formation, on voit des différences significatives, qui ne sont pas énormes en valeur absolue, mais qui sont statistiquement significatives. Les étudiants qui ont eu au moins une formation ont un score d'acceptabilité de la promotion qui est légèrement plus bas et un score de scepticisme qui est significativement plus haut. Donc, on peut penser qu'il y a un lien entre la formation et l'attitude des étudiants face à la promotion. Alors, notre étude, elle a un intérêt parce qu'il y a un nombre important quand même de réponses dans toute la France, surtout qu'elle est d'actualité.
comme je vous l'ai dit, donc il y a eu la loi de juillet 2019 avec l'interdiction des avantages fournis à tous les étudiants en médecine de la part de l'industrie pharmaceutique. Elle permet de donner des comparaisons entre catégories d'étudiants, en tout cas de donner des pistes pour des études suivantes. En effet, on voit que chez les étudiants de médecine générale par rapport aux autres internes, il y a des différences à la fois d'attitude et d'exposition et de type d'exposition surtout. Et puis, parmi les étudiants de chirurgie aussi, il y a des choses, on en a parlé juste avant, vis-à-vis des dispositifs médicaux et de l'accès à la formation. En fait, sans l'industrie, c'est très très compliqué actuellement. Il y a un désinvestissement total des universités qui est compliqué. Et puis, en fait, c'est un état des lieux qui, du coup, pourrait être renouvelé, justement, à l'instar de ces dernières initiatives et lois récentes. Alors, bien sûr, c'est une étude rétrospective et déclarative, donc du coup, il y a des biais, mais la plupart des études réalisées dans ce cadre-là sont de ce type-là et contiennent ces biais-là. Le principal problème, c'est l'inégalité de représentativité des facultés qui ne nous a pas permis de faire de comparaison entre les facultés. On a pu comparer entre les régions et voir des différences significatives, mais on n'a pas pu faire ce genre de choses. On aurait pu, au moment du recueil, faire un sondage téléphonique ou au moins des choses au hasard pour essayer de voir à quel point la population répondante était représentative de la population générale des étudiants en médecine de France. On ne l'a pas fait. Donc c'est difficile bien sûr d'extrapoler à la population générale, mais c'est des données qui sont quand même importantes et puis qui peuvent donner un petit aperçu avant de voir les conséquences des formations et des réformes actuelles. Donc voilà, on montre toujours une exposition qui est majeure, qui est fréquente et précoce, ça a déjà été dit, mais là, on a des chiffres. Une exposition encore plus importante pour les internes que pour les externes, qui semble différente en tout cas pour les internes de spécialité médicale et de spécialité chirurgicale, avec des expositions différentes et des formes de promotion qui sont différentes. Un faible accès à la formation, à la critique, et puis des formations qui sont encore éparses, des initiatives, comme on a vu ce matin, qui sont à Bordeaux, à Nice, qui s'exportent et heureusement, qui concernent la médecine générale, mais on le voit, qui sont en train d'accéder à d'autres spécialités. Des étudiants qui connaissent, en tout cas dans ce qu'ils racontent, peu les aspects institutionnels de l'encadrement des conflits d'intérêts. Peut-être qu'il n'y a pas non plus beaucoup de publicité de la part de la conférence des doyens sur la charte, je ne sais pas. Et puis voilà, on ne peut que prôner un renforcement à la fois des formations et puis des mesures institutionnelles dans les facultés, dans les CHU, de l'encadrement des conflits d'intérêts et puis des changements structurels et culturels dans la médecine en France. Voilà. J'ai fini. J'espère que j'étais pas trop long. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Martin, de ce très beau travail, sincèrement. Donc, il n'y a pas de bruit.